Point final pour Air Libre et ses 3200 salariés. Le tribunal vient de prononcer la liquidation judiciaire. Le repêchage de dernière minute n'aura pas eu lieu. L'Europe trouvera-t-elle un consensus sur la question irakienne? La diplomatie s'active à Bruxelles tandis que Washington poursuit le déploiement de ses unités dans la zone de guerre. Invité, le ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel. 2 gardiens de prison soupçonnés de viol au Baumette à Marseille. Question sur la présence d'un encadrement masculin parmi des détenues femmes. Lutter contre l'immigration clandestine, un projet de loi prévoit notamment de renforcer les contrôles pour l'obtention d'un certificat d'hébergement. Enfin, nous entrerons dans le monde des insectes avec l'un des plus grands centres de recherche installés à Tours. Rencontre avec des hommes qui connaissent tout des termites et des chenilles. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. C'était une mort annoncée, mais la nouvelle, il y a quelques instants, a été comme un électrochoc pour les salariés d'Air Libre massés devant le tribunal de commerce de Créteil. La justice a donc prononcé la liquidation judiciaire du 2e pôle aérien français. Céline Crespi, Mathieu Drejoux. Il y a quelques minutes, la nouvelle est tombée comme un coup près. La liquidation d'Air Libre est officielle. Et pourtant, ambiance salsa cet après-midi. Les salariés d'Air Libre y croyaient. Au tribunal de commerce de Créteil se jouait leur sort. Liquidation ou redressement judiciaire, c'est-à-dire la possibilité de voir un repreneur s'annoncer. Nous, on veut qu'on nous sorte du trou. On a tout le matériel pour exploiter la compagnie, il faut nous sortir du trou. Il y a un désir de ne plus nous voir exister, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Voilà. Et la direction, vous lui faites confiance? Je sais plus. Je sais plus. D'autant que les syndicats s'interrogent sur le patrimoine des filiales étrangères d'Air Libre et celui de la maison mère Olco, propriété à 100% du PDG Jean-Charles Corbet. Car la faillite d'Air Libre ne signifie pas forcément celle de la maison mère. Il y a une holding qui chapeaute l'ensemble et qu'en fait pour l'instant il n'y a qu'Air Libre qui est mis en dépôt de bilan et pas l'ensemble des filiales. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on a très peur que quelque part le devenir d'Air Libre devienne autonome et dramatique d'un côté et puis que l'ensemble des filiales ne soit pas touché par le désastre. Après 6 longues heures d'attente pour les salariés, à 15 h, les représentants du comité d'entreprise sortent enfin du tribunal. De mauvaises nouvelles en poche. Le procureur de la République, qui est le dernier à prendre la parole, et on ne peut pas répliquer après, a rejeté toute possibilité de redressement. Pourtant, 2 repreneurs en plus du néerlandais Inca auraient été sur les rangs, ce qui n'aura pas suffi pour sauver les 3200 salariés d'Air Libre. Quel avenir maintenant pour les 3200 salariés d'Air Libre? Le compte à rebours a commencé. Des contacts ont d'ores et déjà été pris pour tenter de reclasser le personnel dans les entreprises publiques comme Air France, la RATP ou la SNCF, sans grand espoir pour les salariés. Martin Gouès, Jean-Paul Chaussé. Depuis 10 jours, l'inquiétude des salariés d'Air Libre ne faisait qu'augmenter. La fin de cette compagnie aérienne est le plan social le plus important depuis Moulinex en octobre 2001. Les salariés n'imaginent pas un reclassement dans d'autres entreprises. Et pour moi, ce sera difficile. On est tous les deux dans la même entreprise et ce sera difficile pour tous les deux. D'être tous les deux au chômage, ça va être dur, mais pour le moment, on est incapable de l'envisager. Air Libre, ce sont 385 pilotes et mécaniciens, 993 hôtesses et stewards et 1347 personnes au sol. Air France, la SNCF, la RATP se sont engagés à reclasser les licenciés de la compagnie. Les syndicats n'y croient pas. Et puis vous savez, on a des métiers très spécialisés, pilote, hôtesse de l'air, agent au sol, c'est des métiers très qualifiés, très pointus. Et bon, aujourd'hui, je ne pense pas que ces entreprises aient les mesures et les moyens de nous offrir des postes pour 3200 personnes. Des embauches qui se feraient sous l'impulsion de l'actionnaire principal de ces entreprises publiques, l'État. Ça ne se fera pas comme ça, hein, ça se fera par un effort long, un effort d'abord des salariés eux-mêmes, et je crois qu'ils y sont prêts, et puis par un effort des entreprises pour leur faire des propositions. En 2001, Air France avait accueilli 669 anciens d'Air Libre, seulement 5 étaient reclassés à la RATP. Aéroport de Paris estime pouvoir embaucher cette année une trentaine de licenciés. Alors avec nous en direct de Créteil, Véronique Saunier, bonsoir. Vous étiez chef de cabine, en cours courrier à Air Libre. La fin d'Air Libre, c'est un drame pour vous, d'autant que votre époux est également salarié de la compagnie.
Oui, tout à fait. Là, on vient d'apprendre la nouvelle il y a à peu près 20 minutes et on le vit vraiment comme un drame. C'est un gros choc. Effectivement, il y a certaines familles qui ont leurs conjoints dans la compagnie Air Libre. En étant vraiment objective, c'est vrai que je m'attendais à cette liquidation, même s'il y avait un espoir. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grosse détresse morale, une grosse détresse physique, psychologique et maintenant, évidemment, une grosse détresse financière qui nous incombe. On ne sait pas du tout au niveau du licenciement comment ça va se passer. Nous n'avons aucune information. J'ai juste appris qu'au niveau des AGS, les AGS étaient déficitaires et très franchement, là ce soir autour du tribunal de commerce, ce sont bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, des larmes. Des pleurs, c'est dur. Moi, je suis rentrée dans cette compagnie en 1990. On avait un avion, une destination sur la Réunion. J'ai participé à l'essor de cette compagnie avec tous mes collègues qui étaient tous un maillon de la chaîne. Et aujourd'hui, malgré tout le potentiel qui est autour de nous, eh bien, tout s'écroule. Et il va falloir rebondir, mais je le vis vraiment aujourd'hui comme un deuil. Et je pèse mes mots en disant que c'est un deuil. C'est comme si j'enterrais quelqu'un de ma famille, tout à fait. J'ai franchement de la peine. Merci, on l'aura compris. Merci pour ce témoignage. Et c'est dans ce contexte difficile pour les salariés d'Air Libre que les pilotes d'Air France ont entamé ce matin une grève de 4 jours. Grève peu suivie puisque 90% des vols étaient assurés et la totalité des passagers acheminés. Les syndicats de pilotes réclament une revalorisation de leur salaire. La diplomatie européenne est à nouveau à pied d'œuvre. Depuis un peu plus d'une heure, les chefs d'État et de gouvernement des 15 sont réunis à Bruxelles pour trouver une issue à la crise européenne sur l'Irak. La mobilisation ce week-end de 10 millions d'opposants à la guerre a en tout cas renforcé le camp de ceux qui défendent l'option pacifique et la poursuite des inspections. Jacques Chirac qui vient d'ailleurs de déclarer qu'il s'opposait en l'état actuel des choses à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Irak. Nous l'écoutons. Nous sommes engagés dans le cadre de la résolution 1441 sur la voie d'un désarmement par le biais des inspecteurs, qui seuls donc peuvent arrêter ce processus. Et nous considérons tous, j'imagine, que la guerre est toujours la pire des solutions. Voilà notre position qui nous conduit à en conclure qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir une deuxième résolution à laquelle la France ne pourrait que s'opposer. Cette position, Jacques Chirac la défendra ce soir lors de la réunion qui se déroule actuellement à Bruxelles. Il n'est pas exclu que les 15 s'accordent sur un fragile consensus pour afficher une cohésion de façade. Bernard Lebrun. Européen convaincu, voici l'homme qui a pris l'initiative de ce redoutable sommet. Kostas Simitis, Premier ministre grec, actuel président en exercice de l'Union européenne, toujours en quête d'une difficile position commune. C'est vers lui, avant la réunion, que le président Chirac et Dominique de Villepin sont allés pour expliciter les arguments de la France. Des débats qui, dans cette salle, promettent d'être très animés. Car le 30 janvier dernier, en publiant dans ce journal anglais une lettre de soutien à Washington, l'Europe affichait ses divisions. 8 États l'ont signé. La Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et le Danemark pour l'Union. Suivi de la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie chez les futurs membres. Mais les imposants défilés pour la paix du week-end ont quelque peu changé la donne, tout particulièrement à Londres, Rome et Madrid. Difficile pour un gouvernement de partir en guerre sans le soutien de son opinion. La division de l'Union européenne s'affiche jusqu'au sein du Conseil de sécurité. Et pour l'instant, parmi les 15, 8 se sont exprimés affichant leur divergence, là où d'autres soulignent avec enthousiasme leur convergence. Permettez-moi seulement de dire à quel point je suis heureux aujourd'hui d'être ici en Belgique, dans un pays courageux. Dès hier, Tony Blair a confirmé qu'il se ralliait au calendrier américain. Plus d'inspections, d'accord, mais seulement jusqu'au 28 février. La présence exceptionnelle à ce sommet du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, permettra peut-être de pacifier les débats. Avec nous, Louis Michel, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Bonsoir. Le temps de notre interview, vous êtes sorti de la réunion des 15. Alors, que se dit-il à cette réunion des 15? Quel est le ton? Il se dit de bonnes choses. Il y a un échange de vues. On fait un premier tour de table et nous avons entendu un exposé fort intéressant du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Et donc, on en est seulement au préliminaire pour l'instant.
Est-ce qu'on s'oriente vers un consensus ? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire, mais j'ai pour ce qui me concerne la conviction qu'après l'accord intervenu à l'OTAN hier, il y a les bases suffisantes pour ouvrir la voie à un consensus. Je pense qu'on peut certainement faire se rejoindre, disons, les préoccupations ou les priorités des uns et des autres. Alors venons-en justement à l'OTAN, vous l'avez cité, qui est finalement parvenu à un accord hier soir en autorisant des mesures pour protéger la Turquie en cas de guerre en Irak. Pendant des semaines, vous-même, vous êtes opposé à ce compromis. Hier soir, vous avez levé vos réserves. Est-ce que ce n'est pas tout simplement entrer dans une logique de guerre et plier devant les États-Unis ? Je pense que hier soir, tous les observateurs un peu informés auront constaté que la Belgique avait ramené les 17 pays beaucoup plus sur sa ligne, puisque les 3 conditions que nous avions voulues et les 3 garanties que nous voulions, c'est-à-dire un lien direct entre l'OTAN et les Nations Unies, le fait que cette opération devait strictement être une opération de défense et de protection de la Turquie et ne pouvait en aucune manière être interprétée comme une intervention militaire, et le fait qu'il fallait nécessairement encore donner une chance aux inspecteurs et donc à des conditions, à des procédures ou des processus pacifiques, tout ça se trouve dans le document qui a été admis hier. Mais Monsieur le Ministre, quand on dit qu'on est prêt à protéger la Turquie en cas de guerre avec l'Irak, est-ce qu'on n'est pas en train de sous-entendre que potentiellement on acquiesce une guerre ? Je signale, madame, que nous avons décidé d'une planification, nous n'avons pas encore décidé de l'exécution de la planification. L'exécution de la planification viendra et elle suivra la voie normale. Donc nous ne sommes pas encore dans une logique de guerre et le fait de protéger un pays à toute fin n'est pas encore à être considéré comme une logique de guerre. Ça va de soi. Et l'article 4 permet à la Turquie de demander cela. Et donc, nous, du moment qu'il n'y avait pas cette logique de guerre, du moment qu'on n'était pas entré ou qu'on ne s'orientait pas vers une opération militaire, il n'y avait évidemment aucune raison de s'y opposer, mais en échange, nous avons obtenu dans cette décision des éléments fondamentaux, des garanties fondamentales qui d'ailleurs restaurent dans une certaine mesure la mission fondamentale de l'OTAN. Merci. Alors que la diplomatie européenne tente de trouver un consensus à Bruxelles, Washington continue à déployer ses troupes, notamment en Turquie. Un gouvernement turc qui accepterait d'être une base militaire américaine en cas de conflit, avec en échange l'espoir d'une aide économique. Jérôme Bonny. Il cache bien sa fatigue. Lord Robertson, hier soir, après une semaine de crise à l'OTAN. Le secrétaire général de l'organisation a obtenu à l'arraché un accord sur la protection de la Turquie en cas de guerre en Irak. Ce n'est qu'une demi-victoire, car l'accord a été trouvé dans une instance où la France ne siège pas. Cet accord prévoit l'envoi en Turquie d'un dispositif de défense, des avions radars AWACS, des missiles antimissiles Patriot et des équipements antichimiques. Un dispositif de protection, mais pour l'instant le Premier ministre turc, Abdullah Gül, n'a pas accepté que son pays serve de base arrière à une offensive. Il exige des contreparties financières. Pourtant, en Turquie, des soldats américains sont déjà au travail. Quelques 4000 hommes du génie et techniciens qui préparent l'arrivée du gros de la troupe dans 4 aéroports et 2 ports. La dynamique guerrière est en marche. Le Pentagone prépare la mise en place d'un deuxième front au nord à partir de la Turquie pour compléter le front sud et prendre l'Irak en tenaille. Il semble même que les renseignements américains soient à pied d'œuvre sur la frontière entre la Turquie et l'Irak. La chaîne CNN a diffusé ces images d'un convoi de forces spéciales en route vers le Kurdistan irakien. À Gaza, le Hamas a appelé tous ses militants à être prêts à venger la mort de 6 responsables de l'organisation islamiste. Ils auraient été tués ce matin par l'armée israélienne. Nos correspondants Charles Anderlin et Talal Abou Ramé ont réalisé pour la première fois l'interview du chef militaire du Hamas. À nouveau, Gaza enterre ses morts. 6 responsables de la branche militaire du Hamas, le commando Azzedine El-Qassam. Ils ont été tués hier alors qu'ils manipulaient un petit avion télécommandé bourré d'explosifs qu'ils projetaient de lancer contre un objectif israélien. Les islamistes attribuent cette explosion à Israël. Une foule énorme participe à leurs obsèques, surtout cet homme masqué, Mohamed Deif, le chef militaire du Hamas. À plusieurs reprises, Tsahal a tenté de le liquider, la dernière fois en septembre 2002, gravement blessé
il avait échappé à la mort. C'est l'ennemi public numéro 1 d'Israël. Nous, les combattants d'Al-Qassam, dit-il, nous affirmons qu'il n'y aura pas de négociation avec Israël ou avec l'Amérique. Nous disons à tous les négociateurs, il n'y aura pas de concession. En d'autres termes, c'est la fin des efforts de l'Égypte et de l'Union européenne pour parvenir à un cessez-le-feu. L'armée israélienne a accentué son offensive contre le Hamas. Durant la matinée, une unité spéciale a abattu un autre chef de l'organisation dans le centre de la bande de Gaza. Ce n'est pas tout. Les brigades Al-Aqsa, proches du Fatah de Yasser Arafat et le djihad islamique, promettent de durcir le combat. Les deux mouvements coopèrent. Ces militants présentent le butin ramassé lors de la destruction d'un char israélien avant-hier. 4 soldats ont été tués. Un cycle de mort que rien ne semble pouvoir arrêter. En France, c'est une affaire embarrassante pour l'administration pénitentiaire. 2 surveillants de la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille ont été mis en examen pour le viol d'une détenue. Des agissements qui posent la question de la présence de personnel masculin pour encadrer des femmes incarcérées. Laurent Di, Benoît Jourdan. 5 viols aggravés et une agression sexuelle contre 2 détenues féminines. L'accusation qui pèse sur 2 surveillants des Baumettes est très grave. Elle surprend énormément les organisations syndicales. Ça me paraît inconcevable dans la mesure où, l'architecture ne permet pas justement ce type ce genre de choses qui est reproché donc à nos collègues. Et dans le fonctionnement lui-même, je veux dire, les surveillants en détention femmes n'ont pas accès aux cellules comme ça. Car normalement, seules les surveillantes féminines sont habilitées à intervenir en contact direct avec les femmes détenues. Les hommes sont également présents, mais en principe plutôt cantonnés à des tâches de surveillance générale. Si l'enquête démontre effectivement qu'ils ont pu avoir accès à cette détention femme, malgré l'organisation et malgré les règles qui avaient été mises en place, eh bien nous en tirerons un certain nombre de conséquences. Pour l'heure, les 2 surveillants ont été suspendus provisoirement, mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, mais ils ont été laissés en liberté. Le premier, affecté au contrôle des accès, nie toute implication. Le second reconnaît des rapports sexuels, mais d'après lui, avec le consentement de la détenue. Les détenus sont dans une situation de dépendance totale de l'administration pénitentiaire et des gens qui les servent, c'est-à-dire des surveillants. Donc il n'est pas possible de pouvoir considérer qu'il puisse y avoir un consentement quelconque. L'enquête devra enfin déterminer si d'autres jeunes femmes détenues ont eu à subir des agissements similaires. Pour l'instant, aucune autre plainte n'a été déposée. Le calvaire de Sarah n'en finit pas. Cette adolescente de Roubaix avait été victime d'un viol collectif. Elle avait osé rompre la loi du silence en dénonçant ses agresseurs. Mais depuis, la peur des représailles l'a obligée à déménager 2 fois. Fanny Auvergne. Depuis quelques jours, le père de Sarah n'ose plus sortir de chez lui. Le cauchemar continue. La semaine dernière, 3 des 9 agresseurs présumés de sa fille sont sortis de prison avant leur procès. Les adolescents sont accusés de viol collectif sur Sarah, 13 ans. C'est-à-dire que moi, d'après ce que je comprends, c'est qu'on prend plus de considération les agresseurs que les victimes. Puisque maintenant ils sont relâchés, que nous, on va rigoler de nous, quoi. Depuis que Sarah a porté plainte, sa famille a dû déménager. Mais les proches des agresseurs les ont retrouvés, menaces, injures. La situation est devenue intenable. Sarah et ses parents veulent changer de logement à nouveau, au plus vite. Personne ne veut d'eux, ce qui est particulièrement scandaleux, parce que je pense que sur un plan de la solidarité nationale, le moins qu'on pourrait faire pour cette famille, c'est de les prendre en charge. Je pense quand même que cette jeune fille a été victime d'actes répréhensibles très graves et que la famille a le droit d'être aidée. Le mois dernier, Sarah a dû quitter son collège à la demande du principal. Il ne garantissait plus sa sécurité. On est toujours sans nouvelles des jumelles quinquagénaires mystérieusement disparues depuis jeudi dans les Alpes-Maritimes. Les gendarmes n'excluent aucune hypothèse. Véronique Jean. Colette et Stella Kluger ont fait leur course à la boulangerie de la Boline Val-de-Blore jeudi dernier, comme si elles préparaient leur déjeuner. Depuis leur départ de ce commerce, plus aucune nouvelle des 2 sœurs jumelles. Et elles ont mis ça dans un sac en plastique ou dans leur... Il me semble qu'elles avaient un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos, oui. Et elles sont reparties toutes les 2 ensemble. Âgées de 55 ans et originaires du Var, les 2 sœurs étaient venues dans les Alpes-Maritimes se reposer chez des proches.
Colette venait de perdre son compagnon, elle avait demandé à sa sœur de l'accompagner. Stella souffre de paralysie à la suite d'une hémiplégie et elle est très influencée par sa sœur Colette qui, elle, est connue pour avoir des tendances dépressives. Suite à une dépression, il y a 20 ans, elle était partie comme ça du jour au lendemain pour rejoindre sa sœur avec laquelle elle est très liée, sa sœur jumelle, sur Paris. Et en fin de compte, on l'avait retrouvée sur un quai de gare à Lyon. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice sur le terrain. Aujourd'hui, des vérifications sont menées au niveau des comptes bancaires des jumelles Kluger. Demain, les recherches reprendront à zéro depuis la boulangerie du village. On peut aller vers plusieurs hypothèses, ou un suicide, ou un enlèvement, un crime crapuleux, une fugue, ce qui n'est pas impossible, puisqu'a priori cette dame déjà était partie il y a une vingtaine d'années. Un avis de recherche national a été lancé pour retrouver Colette et Stella Kluger. 50 hommes et un hélicoptère seront mobilisés demain pour faire avancer l'enquête. La lutte contre l'immigration clandestine, Nicolas Sarkozy en a fait son cheval de bataille. Son cabinet prépare un projet de loi qui durcit les conditions d'accès et de séjour des étrangers. Voici point par point ce qui devrait être proposé au Parlement avant l'été. Mathias Lyon, Michel Levasseur. Pour lutter contre l'immigration clandestine, Nicolas Sarkozy a beaucoup d'idées. Ça fait trop longtemps que sur l'immigration, les anathèmes ont pris la place du raisonnement. Et il faut avoir un raisonnement en la matière. En visite au Mali, il avait mis l'accent sur l'aide au retour. Ce matin, le Figaro révélait un avant-projet de loi du ministre de l'Intérieur. Mesure principale, l'allongement de la durée de rétention des clandestins sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière. Elle pourrait passer de 12 à 60 jours. Les associations d'aide aux étrangers dénoncent une proposition attentatoire aux libertés individuelles et inefficace. Priver les gens de liberté au fait qu'ils n'ont pas de papier ne permet pas forcément l'efficacité de la reconduite, puisque celle-ci est liée à trouver un pays de destination. Et quand des gens sont dans une situation d'être bloqués et enfermés, ils sont bloqués et enfermés, et ça ne change rien. Autre mesure envisagée, la création d'un fichier pour mieux contrôler les attestations d'accueil. Anciennement appelées certificats d'hébergement, elles sont obligatoires pour accueillir chez soi un étranger. Les syndicats de magistrats ont appris ces propositions dans le journal. On livre des projets de loi en quelque sorte clé en main, quitte à revenir sur certaines dispositions après, sans jamais consulter ni les avocats, ni les magistrats, ni les juristes. Pour le ministère de l'Intérieur, ces propositions ne sont qu'un document de travail. L'objectif, renvoyer davantage de clandestins dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, seule une mesure de reconduite à la frontière sur 5 est effective. Le projet prévoit de renforcer ce que l'on appelle les certificats d'hébergement. En clair, ce sont des attestations d'accueil qui doivent être signées par les maires. Mais voilà, les élus n'ont pas les moyens de contrôler la véracité des demandes. Le texte prévoit de les aider à faire le tri entre les dossiers. Valérie Fourniou, Dorothée Cochard, Alain Poirier. Un billet d'entrée pour la France. Depuis 1998, il suffit à l'hébergeur qui souhaite accueillir un étranger sur le sol français de justifier de son identité et de son domicile pour obtenir une attestation d'accueil comme ici en mairie. Ce document permet ensuite d'obtenir un visa de séjour de 3 mois. La loi ne prévoit aucun réel contrôle. Et lorsque les maires signent ces attestations, c'est sans réelle garantie que la personne hébergée regagne bien son pays d'origine. Je pense que dans la plupart des cas, les gens repartent, sont venus pendant une période en France, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe après. Donc je crois qu'on a intérêt à en savoir un peu plus et à faire en sorte que ça soit plus transparent et plus lisible pour tout le monde, pour l'État, mais aussi pour les maires. Par peur de l'immigration clandestine, ce maire, lui, refuse de signer ses attestations et les transmet au commissariat. Mais il en conserve un double pour ses statistiques personnelles. Donc, majorité les pays du Maghreb, l'Afrique noire, l'Europe de l'Est. C'est vrai que je n'ai pas voulu être complice d'un simulacre de contrôle, parce que de mettre une signature sur une attestation sur l'honneur, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Pour ces deux maires, un meilleur contrôle s'impose. L'un comme l'autre sont aujourd'hui dans l'incapacité de dire combien d'étrangers venus sur leur commune sont réellement repartis. L'accident de car scolaire ce matin à Plouvara, dans les Côtes-d'Armor, aurait pu être beaucoup plus dramatique. Heureusement, seuls 19 enfants ont été légèrement blessés. Le conducteur, lui, a été plus grièvement atteint. La collision s'est produite entre le car et une voiture.
Après la stupéfaction, l'inquiétude et les interrogations, les riverains de l'école maternelle de Paris qui s'est effondrée ce week-end redoutent d'autres incidents. Il faut dire que l'école est située au-dessus de la ligne de métro Météor. Le sous-sol parisien ressemble par endroits à un gruyère. Nathalie Sapena, Jean-Marc Nouknouk. Nous sommes ici au 20e étage. Difficile de s'habituer. 3 jours après l'effondrement de la cour de l'école Auguste Perret, Isio reste fasciné par le trou béant au pied de sa tour. Ma belle-mère m'a dit que son lit a sauté. Réellement, il y a eu une onde de choc extrêmement violente. Même inquiétude chez Johanna, dont la terrasse donne 3 étages au-dessus de la cour de l'école effondrée. Un grand boom comme un avion éventuellement qui fait Mach 2 ou Mach 3, je ne sais pas. La cause de cet effondrement, le chantier de la ligne de métro Météor, qui depuis 1 an et demi faisait vibrer tout le quartier. Dans l'école même, les institutrices avaient remarqué quelques signes inquiétants. Les murs tremblaient et il y a eu pas mal de fissures dans l'école qui ont été constatées et signalées. Et on craignait toujours qu'il se passe quelque chose en fait. Il y a eu aussi le sol de la cour qui était un petit peu affaissé, puisque pendant un moment on ne pouvait plus fermer la porte d'entrée, la porte verte qui est derrière moi. Donc ils sont venus rehausser la porte pour qu'on puisse de nouveau la fermer, donc il y avait quand même des affaissements de terrain. Pour l'instant, il est trop tôt pour dire si ces dégradations étaient des signes précurseurs. Ce qu'on sait, la cour était située au-dessus d'un tunnel particulièrement large, pas encore consolidé et qui devait servir de garage. Pour la RATP, le reste du chantier ne présente pas de risque. Les riverains ne sont pas en danger, même ceux qui sont au-dessus du tunnel, parce que la situation du tunnel est extrêmement différente de la situation dans laquelle il y a eu lieu l'effondrement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. La ville de Paris, cet après-midi, a saisi le tribunal administratif en référé, de manière à ce qu'un expert soit désigné et que la justice puisse être appelée à dire quelles sont les causes de l'accident de son point de vue. Aujourd'hui, l'urgence est de trouver des locaux pour les 900 élèves du groupe scolaire qui doivent reprendre les cours dans 1 semaine. Mauvais vent sur le port breton de Concarneau. La justice enquête sur un marché parallèle de vente de poissons. En fait, les pêcheurs détournaient des centaines de tonnes de poissons du circuit commercial pour améliorer leurs revenus. Jacques Deveau, Michel Hiver. La godaille, c'est une tradition séculaire. Chaque marin perçoit une partie de la pêche, quelques poissons, une vingtaine de kilos pour nourrir sa famille. Mais en Bretagne, la pratique a semble-t-il dérapé. Ainsi, à Concarneau, pour 2 armements, d'Élem et Nicotte, la godaille s'élèverait à 1,5 million d'euros pour chacun, soit la pêche annuelle d'un bateau. Les frais de voyage étant acquittés, c'est le chiffre d'affaires qui a disparu. Donc on ne peut pas accepter pour l'entreprise, non, ce qui empêche leur investissement, et on ne peut pas, dans une situation où les pêches maritimes vont mal, se plaindre que les bateaux sont vendus, que les emplois disparaissent, et soi-même contribuer à l'appauvrissement de la filière. Pour les syndicats de marins, les volumes atteints, près de 200 tonnes de poissons, sont aberrants. Mais pour autant, on refuse de voir les marins cloués au pilori. Selon les syndicats, au fil du temps, la godaille est devenue une variable d'ajustement, bien utile quand la pêche n'est pas bonne. Pour pouvoir garder les équipages en cas de crise ou en cas de salaire trop bas, les armateurs ont admis les dépassements pour assurer les salaires corrects. Une fois que cela a été admis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et pendant des années, voire 20 ans maintenant, eh bien, il est très difficile de faire marche arrière. La responsabilité, elle est partagée. Le marailleur qui a écoulé la godaille n'a pas souhaité s'exprimer, mais il réfute tout trafic. Le poisson a été acheté aux marins dans la plus grande transparence. Et l'achat de godaille, c'est toujours pratiqué dans la profession. Ses confrères, en tout cas, ne sont pas mécontents de voir cesser une concurrence jugée déloyale. Certains à Toulouse l'appellent déjà l'Airbusville. La construction de l'A380 à Blagnac est un gigantesque chantier qui va dynamiser toute l'économie locale. L'installation de l'usine d'assemblage est à elle seule une prouesse technique. Isabelle de Lyon, David Bress. Voici en accéléré le record du jour. Une charpente métallique de 8500 tonnes en acier, plus lourde que la Tour Eiffel, qui monte à 46 mètres de haut. L'exploit est à mettre à l'actif d'Airbus, qui construit là l'usine d'assemblage de son futur gros porteur, l'A380. Les travaux avancent à grands pas dans une zone industrielle appelée Aéroconstellation, mais que l'on surnomme déjà Airbusville. L'avion de passagers le plus grand du monde va drainer ici un volume d'emplois considérable. Surtout si la conjoncture
reste porteuse pendant un certain nombre d'années, ce seront des emplois nouveaux. On estime que l'ensemble des emplois sur la région, directs et induits, sont de l'ordre de 10 000 emplois. D'autres entreprises sont attendues, toutes liées au secteur aéronautique, comme Air France qui élève de terre son centre de maintenance. Si nous allons là, ça n'est pas un hasard, c'est que nous mettons avec Airbus des moyens en commun. L'ensemble des taxiways, le mot synergie veut dire effectivement économie pour nous. En face de l'usine, 200 hectares de champs. Dans 10 ans, on nous promet ici des bureaux, des immeubles, des écoles, des commerces. Sur cette zone, on aura quelque chose comme 4 000 à 5 000 habitants. Alors en argent investi publiquement, ça représente à peu près, je dirais, 100 millions d'euros en termes d'investissement de la puissance publique. Mais je ne sais pas encore exactement dire ce que ça va représenter si j'y rajoute ce que tous les privés vont y investir. 6 petites communes s'enrichiront des taxes foncières, le Grand Toulouse de la taxe professionnelle. Aujourd'hui, hommes politiques locaux et industriels posés devant l'usine, comme on le dit en terre d'Ovalie, tout le monde a poussé dans le même sens. Séance plutôt inhabituelle aujourd'hui devant les prud'hommes de Pau. C'est un homme de 83 ans qui est venu demander des dommages et intérêts à l'État allemand. Pendant 2 ans, il avait été enrôlé au sein du STO, le service de travail obligatoire. Hervé Bortoli, Alice Bouillaguet, José Boulestex. Albert n'a jamais pu oublier. Il se déplace aujourd'hui difficilement, mais il a tenu à venir raconter son histoire devant les prud'hommes. 1943, comme 650 000 jeunes Français, il part pour le STO, le service du travail obligatoire. Pendant 2 ans, il travaille de force en Allemagne. Sans le savoir, il produit du Zyklon B, le gaz utilisé à 6 km de là, à Auschwitz. Tu peux parler de cette époque? Non. Non? Aujourd'hui, Albert ne peut plus s'exprimer. Sa femme a repris son combat, à elle d'obtenir une reconnaissance de tout ce qu'il a subi. Je voudrais que l'on supprime radicalement le terme service du travail obligatoire et de donner le titre de déporté. Faute de s'entendre sur les mots, il lui reste la possibilité de se battre pour être indemnisé. Une loi allemande reconnaît au STO le statut de travailleur forcé. Il a travaillé 15 heures par roulement jour et nuit. Et c'est un travail. L'Allemagne, elle, estime avoir déjà payé. En 1961, plus de 200 millions d'euros ont été versés aux Français ayant fait l'objet de persécutions. Parmi eux, aucun STO. Si l'Allemagne refuse de payer, son avocat se retournera alors contre l'État français. S'il n'y avait pas eu de loi française, ces gens-là ne seraient jamais partis. Par conséquent, la France est tout aussi responsable de ce travail forcé que l'Allemagne. Le délibéré sera rendu le 31 mars. Mais à chaque fois que l'Allemagne est condamnée, elle a fait appel. À 83 ans, Albert risque de devoir encore patienter. Près de 8 € par jour. Depuis ce matin, Londres est devenue l'une des rares capitales à péage. Impossible de frauder, 800 caméras veillent. Alors les Londoniens ce matin ont mis la main au portefeuille ou ont dû trouver un autre moyen de locomotion. Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Un véritable paradis pour les cyclistes. Cet après-midi, le trafic était inhabituellement fluide, certaines rues du centre de Londres quasiment désertes. Même les automobilistes qui avaient pourtant payé la fameuse taxe d'embouteillage étaient ravis. Attendez, si ça reste comme ça, c'est génial. Ça rend la vie plus facile. Il y a moins d'embouteillages, c'est plus rapide pour venir dans Londres. J'ai gagné 20 minutes ce matin. Le plus satisfait de tous, c'est lui, Ken Livingstone, le maire de Londres. Contre vents et marées, il avait fait de cette taxe son cheval de bataille. Si ça marche, le monde entier nous copiera. Allez, à vélo, c'est gratuit. Mais le péage est loin de faire l'unanimité. Cette taxe devrait être supprimée, c'est un impôt supplémentaire. L'heure n'est pas encore au bilan au soir du premier jour. Pour avoir échappé à cette gabelle des temps modernes, certains regrettent déjà l'inconfort du métro. D'autres pensent sérieusement à investir dans la moto. La petite auto électrique exempte de taxes se fait encore rare. Enfin, certains sont prêts à se jeter à l'eau.
Après Washington et Philadelphie, c'est finalement New York qui est paralysé par une tempête de neige, des intempéries d'une rare intensité, comme a pu le constater notre correspondant Étienne Lénart. La pelleteuse à moteur, c'était ce matin l'engin le plus recherché de la capitale américaine, où les rues d'ordinaire complètement congestionnées ressemblaient beaucoup plus à des pistes de ski de fond. J'aurais bien aimé, dit cet homme, que les 4x4 nous laissent tranquilles quelques jours. 70 cm de poudreuse dans les jardins de la Maison-Blanche, cela fait 7 ans qu'il n'avait pas autant neigé. L'activité politique fonctionnait au ralenti et les correspondants de la chose présidentielle en étaient réduits à interviewer les chiens de George Bush. La tempête a gagné New York dans la matinée. Beaucoup de commerces sont fermés, ainsi que les aéroports où de très nombreux vols ont été annulés. Si tout va bien, ont prévenu les autorités, les chutes de neige devraient cesser dans la soirée, mais il faudra probablement au moins 2 ou 3 jours avant que la situation ne redevienne tout à fait normale. Mais le calendrier fait relativement bien les choses, car l'une des plus grosses tempêtes que la côte Est ait connue depuis bien longtemps survient un jour férié, le jour du président. Plus anecdotique en France, les hauteurs de Bastia sous la neige également. Une alerte de niveau 3 est maintenue jusqu'à demain en Corse. Et puis près de Perpignan, c'est une tempête de neige qui a provoqué des difficultés de circulation sur l'A9, mais aucune mesure particulière de restriction n'a été prise. La France vient de se doter d'un des plus grands centres de recherche sur l'insecte. Il est installé à Tours. Alors n'imaginez pas des professeurs nimbus enfermés dans des laboratoires. Bien au contraire, ces hommes et ces femmes travaillent sur des sujets bien concrets, notamment les termites, ces insectes insidieux que rien ne semble arrêter. Laetitia Fouque, Sylvain Daubat. Leur plat favori, la cellulose, le bois de nos forêts et de nos maisons. En France, on dénombre 5 espèces de termites que l'on retrouve partout en Europe. Les chercheurs de l'Institut de recherche de la biologie de l'insecte sont les seuls à étudier cet insecte social qui évolue en colonie comme la fourmi. Avec le réchauffement climatique, les termites remontent vers le nord et font de nouveaux ravages. En fait, il y a beaucoup d'arbres qui sont termités à Paris. Mais les arbres sont en fait sont termités parce qu'il y a des termites dans les bâtiments et ils sentent que les arbres sont un petit peu fragiles à Paris et ils viennent attaquer les arbres. Fléau de nos habitations, le termite joue néanmoins un rôle essentiel dans l'écosystème. En s'attaquant aux bois morts ou malades, il fabrique ainsi la couche supérieure du sol. Tous les insectes ont également une fonction. La décomposition, la pollinisation, le fait d'être de la nourriture pour d'autres organismes. Le fait de pouvoir manger des algues, des plantes, aussi dans les systèmes aquatiques qui sont importants. Cette chenille, accro à la nicotine, ravage des champs entiers de tabac et ne crache pas sur les tomates et aubergines. Son ennemi, cette guêpe qui se sert de son corps pour y pondre ses œufs. Ce faisant, elle lui transmet un virus mortel. L'intérêt d'identifier les molécules qui sont produites par ce virus, c'est qu'en fait, ces molécules peuvent être utilisées comme insecticides naturels en fait, contre les insectes. La nature au service de l'agriculture. Avec cette solution, on éviterait bien des pollutions. Football, Bordeaux qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Girondins ont battu Wascal 4-1, un doublé de Paoletta et un autre de Darcheville. Les Bordelais rejoignent ainsi 3 autres clubs de Ligue 1 à ce stade de la compétition, c'est-à-dire Paris, Rennes et Auxerre. On vous laisse découvrir le but. Voilà, et on retrouve dans quelques instants l'émission 100 minutes pour comprendre cette guerre qu'on nous annonce en Irak. Olivier Mazerolle, vous recevez Raymond Barre. Bonsoir. Oui, bonsoir Raymond Barre et bien d'autres invités, mais Raymond Barre va nous apporter sa connaissance de la scène internationale et de l'économie mondiale pour que nous voyions avec lui quelles sont les conséquences possibles de cette guerre toujours probable. Et puis nous aurons beaucoup d'interlocuteurs, notamment à Washington, Richard Pearl, qui est l'un des plus influents conseillers du président Bush. Nous irons aussi à Jérusalem, à Londres, pour voir si les Européens, vous savez qu'ils sont réunis en ce moment à Bruxelles, nous irons à Londres avec un député britannique pour voir si les Européens peuvent retrouver le chemin de l'unité. Nous aurons également en ligne à Paris le directeur de la DST qui apparaîtra pour la première fois à la télévision pour nous dire quels sont les risques terroristes. Donc vous voyez beaucoup de choses ce soir sur ce plateau de France 2 pour essayer de comprendre tous les enjeux de cette guerre annoncée.
Merci Olivier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo avec Isabelle Martinet, 100 minutes pour comprendre, présenté par Olivier Mazerolles. 22h50, complément d'enquête, Benoît Duquesne, au sommaire, la base du tourisme aux Antilles françaises. Minuit 45, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Émile Choufani, curé de Nazareth en Israël. Et on se quitte sur ce pense-bête. N'oubliez pas qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour payer votre premier tiers de l'impôt sur le revenu. Vous avez jusqu'à minuit, passé ce délai, vous serez majoré. À demain, bonsoir.